Bonjour, euh, mes amis de la République démocratique du Congo. Ce message, je l'adresse particulièrement aux amis que je suis régulièrement à travers leurs médias en ligne. Je cite Madame Chancellor, Messieurs HK, Mubenga, Karonji. J'aime beaucoup leurs émissions, leurs analyses, leurs pertinences. Parfois, les émotions ne manquent pas. Je dirais même acharné et des émissions animées très, très intéressantes. Alors, je voudrais échanger avec vous, je dirais face à face, mon expérience en tenant compte de ce que j'ai observé dans ces émissions dont je viens de parler. Et partant de l'expérience que j'ai eue dans mon parcours, que, disons, je condense mes 43, 44, voire 45 dernières années. Mon expérience commence au Congo, où je me suis rendu, Congo-Brazzaville, je veux dire, à Brazzaville, en centre-ville, où je suis allé en famille. Je visitais une famille. Mon grand frère s'était exilé en République du Congo. Et il a trouvé refuge et il a habité là-bas. Donc, il avait quitté le Rwanda quand j'étais encore jeune, mais je suis allé parce qu'il avait voulu un ami, un petit frère, dont il avait perdu de vue plusieurs années. Alors, je suis allé vivre avec lui. Et je venais de terminer mes humanités. Je suis allé à Brazzaville, donc j'ai continué mes études universitaires tout en restant en famille. À la fin de mes études, même un peu avant la fin, j'ai été retenu en tant qu'étudiant pour encadrer, aider mon professeur de statistique à encadrer les étudiants. Donc je suis resté en tant qu'enseignant vacataire à l'université pendant 3 ans. Et à la fin du cycle DES, je devais passer un stage de longue durée. Je l'ai passé à la Banque de développement de l'Afrique centrale. Et quand j'ai fini, je suis retourné au Rwanda où j'ai poursuivi mon expérience dans une banque nationale de développement pendant 5 ans. Et de là, je suis sorti du Rwanda. C'était
au début au début de l'année 1990. Et je suis allé au Burundi recruté par la banque de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe pour le développement et le commerce. Et les pays, à l'époque, ils sont devenus nombreux aujourd'hui. Comprenaient le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda, la Tanzanie, le Kenya, le Zimbabwe, le Malawi, la Zambie, l'Éthiopie, le Soudan, le Djibouti. Alors, tout ce groupe-là, il y avait des collègues professionnels qui vivaient avec, bon, je travaillais avec et j'ai changé. Donc, j'ai appris les pays, à connaître les pays et aussi divers comme j'avais commencé à Brazzaville, Kinshasa et Brazza, je passais à Brazza la semaine et le week-end c'était Kinshasa. Ces deux villes sont les plus voisines, les capitales les plus proches au monde, mais elles sont complètement différentes en termes de mentalité, en termes de vie, c'est des choses différentes. Mais j'avais des amis congolais de Brazza, congolais ou zaïrois, des amis centrafricains, gabonais, camerounais, tchadiens, burundais et évidemment rwandais, aussi bien dans la vie académique que à la Banque de développement des États d'Afrique centrale. 5 ans après le Rwanda, je suis sorti, je suis allé au Burundi à la banque de la ZEP, comme on l'appelle, en français. Là, je suis resté, donc j'ai commencé en mars-avril 1990 et avec les événements du Rwanda, de 1994 au Rwanda, la banque s'est délocalisée à Nairobi. Donc les activités de la banque ont été transférées à Nairobi. J'ai suivi le mouvement. J'ai quitté Bujumbura, je suis allé à Nairobi. Et en 98, alors que je me retrouvais aux États-Unis, j'avais pris un congé à la banque, j'ai déposé ma démission, je suis resté. Alors, voilà. Je voulais dire que ce que j'ai appris de toutes ces relations, je vais vous les donner parce que j'ai senti que vous en avez vraiment besoin. Dans vos messages, dans vos émissions, il y a un problème que tout le monde de la région, ou du monde entier d'ailleurs, utilise à tort et à travers. Quand on parle de Hutu et de Tutsi, quand on parle de Hima, de Bahima, quand on parle de Bantu, on dirait que les Bantous, ce sont des peuples localisés au Congo, alors que ça englobe tout un vaste territoire, plusieurs royaumes,
parmi lesquels figure l'Ouganda aujourd'hui, le Rwanda, le Burundi, la République démocratique du Congo, le Zambie et d'autres dans la région. J'ai donné une carte à Madame Chancellor. Là, on a encadré. Mais il y a des gens je parle de la période avant la deuxième moitié du 19e siècle, avant cette époque, qui précédait il y a un empire dans la région, l'empire le plus puissant, qui s'appelait l'empire du Bunyoro, des Banyoro, le Bunyoro. Cet empire, c'est vers la fin de son apogée, certains princes de la famille royale sont sortis de la région. C'est sorti du Bunyoro. Ils sont allés dans le sud, dans l'ouest, et ils sont allés conquérir des terres, des royaumes autour. Ils ne sont pas arrivés au Rwanda, le Rwanda ancien, je veux dire. Ils ne sont pas arrivés au Rwanda et ils sont passés autour, le Burundi, le Bushi et bonne partie de l'Est du Congo. Mais quand la conférence de Berlin eut lieu, la Grande-Bretagne a pris possession donc de toute cette zone qui est anglophone aujourd'hui. Et il est entré en Ouganda, au Bouganda, dans le royaume et ils ont donné, ils ont appuyé militairement au royaume d'Ibunyoro qui était à côté de lui, mais qui était soumis apparemment. Mais les Baganda, c'était le royaume où se trouve la capitale Kampala, mais le Bunyoro se trouvait beaucoup plus vers l'ouest. Et c'était lui, le royaume qui côtoyait le Congo. Alors, quand ils sont venus, ils ont été armés, ils ont chassé les Banyoro, et les Banyoro sont allés, ils ont eu droit à une petite localité. Bon, c'est grand relativement, mais c'est petit par rapport à ce qu'il était. Et les Banyoro n'ont pas digéré cela. Mais pas lorsque, si vous avez l'idée de ce qu'est la géographie à cet endroit, il y a le Rwanda et le lac Victoria. Lac Victoria, c'est un grand lac, le grand lac là, le grand lac dont on parle, le plus grand, c'est le lac Victoria. Et entre le Rwanda et le lac Victoria, il y a un fleuve qu'on appelle le Kagera. Donc les gens du Bunyoro traversaient le fleuve Kagera et descendaient au sud. Certains allaient à la Tanzanie et d'autres allaient dans les royaumes à côté du Rwanda jusqu'au Burundi. Mais avec l'arrivée de ces colons, cette traversée du fleuve Kagera a été fermée. Donc, ce passage a été fermé. Donc, et dans l'entretemps,
Les autres royaumes au sud où ils sont allés conquérir, et ils avaient réellement conquis, les peuples autochtones ont pu récupérer leur royaume et ils ont chassé. Ils ont commencé à errer, les Bagnolos ont commencé à errer, mais en errant à gauche et à droite, ils changeaient de nom, ils changeaient, ils se disaient le royaume qui est là-bas, on se réfugie là-bas, ils demandent asile et ils vont se faufiler, infiltrer, ils ont pris les noms de certains clans de la région, comme ils le font d'ailleurs actuellement au Congo. Parce que vous avez vu les immigrants, les gens avec des vaches et tout ça, ils arrivent quelque part, et ils se passent pour le Congo, ils prennent les noms, ils ont fait comme ça dans tous les pays là où ils sont passés. Mais en réalité, quand ils se trouvent entre eux, ils deviennent des Tutsis. Même les clans qu'ils ont empruntés, ils les considèrent comme des Tutsis. Voilà, des Tutsis. Au début, c'était valorisant, c'était les princes, c'était les gens qui dirigeaient, qui avaient le pouvoir, qui avaient les richesses, tout ça. C'est ce que ça veut dire le Tutsi. Il a le pouvoir, il a la force. Donc, on est Tutsi quand on descend réellement de la famille royale du Nord en Ouganda. Mais comment le savoir? Parce qu'il y en a beaucoup qui se font appeler Tutsi alors qu'il n'en est rien. Eux-mêmes, ils connaissent. Ils te demandent de dire tes arrières, de les aligner. Bon, quand ils n'arrivent pas à arriver à un certain point, au dernier, quand on monte, le dernier s'appelle Mututsi. Quand on n'arrive pas là-bas, et on n'y arrive pas avec 15 aujourd'hui, on doit remonter la filière jusqu'à Mututsi. Et quand tu n'arrives pas à Mututsi, tu n'es pas de l'air. Même si on rappelle Tutsi, mais quand il peut dire son père, son grand-père, son arrière-grand-père, c'est tout. Chez eux, tu n'es pas. Donc voilà, ils ne se marient pas avec des étrangers et ils reconnaissent. C'est un problème que même au Rwanda, ceux qu'on appelle Tutsis, en réalité, ne sont pas des Tutsis. Ils sont des Tutsis parce que leur arrière s'appelait Mututsi. Quand on n'est pas là-dedans, quand on ne connaît pas tes arrières, même si tu pourrais être, et toi et on termine. Voilà. Les Bahutus, les Hima, je voulais oublier. Les Hima ne sont pas des Tutsis. Si les Tutsis peuvent être considérés entre guillemets de nérotiques, les Bahima sont bel et bien des Bantous. Ils se réclament. Tu vas lire l'histoire de l'Ouganda, les Bahima et les autres, les Banyankore et tout ça là, ce sont des Bantous. Donc, Museveni peut être ami de Kagame. Kagame n'acceptera jamais que Museveni soit de l'air. Et Museveni lui-même, connaissant la vérité, il n'accepte, il ne le dira pas. Il dira que Kagame est Mututsi, mais que lui est Muhima. Mais les deux, ils ne s'attendent pas. Le problème du fils de Museveni est tout autre. Museveni avait une femme avant, celle qu'il a actuellement. Avec cette femme, il a eu un enfant
qui s'appelle Muhozi. Il a appelé Muhozi. En fait, ça s'appelle Muhozi, non pas Muhozi. Muhozi, c'est-à-dire le vengeur. C'est-à-dire que Museveni n'oublie jamais, parce qu'il a... Hein, il doit se venger quoi qu'il en coûte. Et cela devrait vous dire, les gens entre Museveni et Kagame, ils se mentent volontairement, parce que les deux savent qu'ils se mentent. Le fils de Museveni, lui, c'est différent. Sa mère il a été tué par Museveni, et le type Muhozi a été élevé par la femme actuelle de Museveni. Donc ce n'est pas un fils de la femme de Museveni. Il a été adopté par elle, mais la mère biologique du fils, c'est l'île de Kagame, de Banyoro. Et comme il s'appelle Muhozi, il veut venger sa mère. Et en vengeant sa mère, c'est-à-dire que c'est la famille, c'est son père qui il a une dent contre son père. Donc ce que son père fait, lui, il fait le contraire. Parce que pour lui, il est hanté par la vengeance. Muhozi. Bon, je passe au point, pour moi, très important. C'est celle de... Pour vous faire réaliser que nous avons... Je ne suis pas le seul à l'avoir constaté. C'est que on fait une analyse parallèle entre ce qui s'est passé au Rwanda depuis le mois de janvier 1994 jusqu'à en avril 1994, et ce qui se passe actuellement au Congo. On se rend compte que les choses évoluent pas sensiblement de la même manière au Congo comme au Rwanda, jusqu'à ce qui mène le trajet de Tshisekedi à l'assassinat. C'est le point final auquel ces gens-là veulent arriver. Et les choses telles qu'elles se passent comme il s'était passé au Congo, au Rwanda. Sur ce, je demanderai à ces gens, aux gens qui aiment le Tshisekedi, je connais votre position là-dessus, de ne pas envoyer au public des messages cassants. Il doit faire ça, s'il ne le fait pas, non, il doit. Quand les gens qui vous suivent entendent que ce que Tshisekedi doit faire, c'est cela, et s'il ne le fait pas, c'est qu'il a fait chose mal. Et en fait, ce que vous faites, ce que vous dites, vous ouvrez la porte à l'infiltration de l'ennemi. Parce que l'ennemi, c'est un démon. Je le dis toujours, et je le dis, et avec, j'ai des raisons qui soutiennent ce que je dis. Alors, évitez de donner des positions tranchées et obligeant le président à accepter votre position, parce que si il ne prend pas votre position, vous êtes frustré, et parce que lui a plus d'informations que vous.
donner votre point de vue sans devoir exiger qu'elle soit suivie des faits par le président. Le président n'est pas tenu. Mais quand vous pensez vouloir donner des points de vue publiquement et tout ça, là, vous ne rendez pas service à celui que vous voulez servir. Ça ne vous coûte rien de donner les informations. S'il sent que c'est nécessaire, il les prend. S'il ne les prend pas, c'est autre chose. Il est mieux informé. Il reçoit des informations. Et il les met à la balance. Il voit ceci, les conséquences, les inconvénients, les avantages et tout ça là, et il prend une telle décision. Ne l'obligez pas à vous suivre. Vous exécutez vos dires. Parce que ce n'est pas comme ça qu'on est des amis. Un autre point, c'est la SADC et la East African Community. La SADC et l'East African Community, ce sont deux groupes qui ne sont pas amis en réalité. Amis, pourquoi? Parce qu'ils se concurrencent. J'étais à Nairobi à l'époque de la création de la SADC et nous croyions que les pays membres de la East African Community, à l'époque c'était que ils étaient seulement trois, le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. On croyait qu'ils allaient se joindre avec les gens, ceux de la SADC. Mais non, nous sommes informés et on nous dira c'est pas possible. Le Kenya ne peut pas aller se joindre à un groupe où il n'est pas leader. Le leader de la SADC, c'est l'Afrique du Sud. Et le Kenya ne peut pas se mesurer à l'Afrique du Sud. Donc, il a préféré revivre la East African Community où il est le leader, le meneur. Alors, au lieu de se joindre aux autres, il a plutôt voulu agrandir la région en adoptant, en acceptant l'entrée du Rwanda et du Burundi. À l'époque, la Tanzanie n'a pas voulu accepter le leadership du Kenya. Il a dit, mais je m'en fous du Kenya, ça m'arrange d'ailleurs ne pas rester au Kenya, je ne tire rien de ce groupe. Pourquoi ne pas aller là où je pense que je peux gagner? La Tanzanie est membre de la SADC, donc depuis. Mais les autres, non. Donc, ils sont là
le Kenya et tout le groupe, il y a la Grande-Bretagne qui est derrière, et les autres, l'Afrique du Sud est suffisante par elle-même pour faire. Il prend le gros. Et il a même avalé l'autre qui avait commencé avant lui, qu'on appelle la Comesa. C'est la Comesa qui avait créé la banque dont je parle, mais on dirait qu'elle n'existe même plus aujourd'hui. Mais la banque existe toujours. C'est la seconde banque en Afrique après la BAD. Le Kenya a utilisé de l'oration. Kagame était devenu ami de Tshisekedi, on l'a utilisé pour amener Tshisekedi dans la SADC, non dans le East African Community. Mais c'était quoi? C'était pour que la Grande-Bretagne et le Kenya jouissent des richesses du Congo au moment où les super grands se disputaient la part du lion dans l'économie congolaise. Et alors, il voulait que la SADC n'ait pas donc une mainmise sur le Congo. Et ils ont réaménagé leur système jusqu'au point que même maintenant, si la RDC voulait se retirer de la SADC, tout ce qu'il a signé, le président du Congo a signé, restera en vigueur pendant au moins 12 mois. On a exigé, en fait, on l'a pris en sandwich de son adhésion. Je suis content, j'avais même pensé avant, quand j'ai appris l'histoire de la réunion de